En Côte d'Ivoire, l'euphorie de la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations est-elle déjà passée? En tout cas, le feuilleton des démolitions d'un grand nombre de quartiers précaires cristallise l'opinion et occasionne de vives critiques contre le gouvernement. Le quartier Jesco dans la commune de Yopougon, théâtre d'affrontements entre population et forces de l'ordre. Cette situation intervient après des actions de déguerpissement entreprises dans le district d'Abidjan. Ces affrontements se transforment très vite en un cauchemar pour les automobilistes. Pour eux, il est impossible de sortir de la ville d'Abidjan. Au moins 2 heures du temps comme ça, ils sont en confrontation avec les forces de l'ordre. Tout comme cette maison, il ne restera bientôt plus rien ici. Boribana est un des quartiers les plus populaires d'Abidjan. 60 000 personnes y vivent. Dans quelques temps, il y aura un pont à la place. Un pont pour éviter les embouteillages. Un projet ambitieux d'une municipalité qui voit grand. 216 millions d'euros pour la construction, dont 51 pour l'indemnisation des habitants. Les bâtis aujourd'hui qui sont en train d'être démolis sont les bâtis pour lesquels les propriétaires ont reçu effectivement leur indemnité d'éviction. Le problème, c'est que la plupart des habitants ne savent toujours pas où aller. Les indemnités sont négociées au cas par cas avec chaque famille et le barème officiel n'est parfois pas appliqué. Jean-Paul, on a vu les membres de l'opposition défiler dans les quartiers visés et faire acte de solidarité. Et aussi le maire de Yopougon, Adama Bictogo, du parti au pouvoir, s'en prend au gouverneur d'Abidjan, le démolisseur, Cissé Bakongo. Qui est lui-même du parti au pouvoir, au-delà de la dimension sociale, sommes-nous dans une séquence politique? Pour moi, nous sommes dans aucune séquence politique. Le maire Bictogo savait ce qui allait se passer. Ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est tout simplement de la comédie. La démolition des différents quartiers, ce n'est pas nouveau. Cette décision n'est pas nouvelle au niveau du sommet. Certainement, moi, j'estime que le président de la République est au courant. Le ministre Bakongo est nommé ministre-gouverneur du district d'Abidjan il n'y a même pas 2 mois. Donc, peut-être que c'était pour faire ça. Peut-être qu'on a estimé que l'ancien ministre-gouverneur étant très proche de certains groupes, puisqu'il est originaire d'Abidjan, peut-être qu'on a mis Bakongo pour faire le travail. Justement. Comment on appelle ça, l'ancien ministre-gouverneur qui est aujourd'hui Premier ministre de Côte d'Ivoire, Beguer Mambé, certainement, qui est d'Abidjan, si on peut se permettre l'expression, autochtone et brillé, certainement dans les discussions avec ses parents, il ne pouvait pas aller jusqu'à ce niveau, donc on certainement met Bakongo. On pourra dire qu'il n'en a rien à faire, il pourrait passer, le bulldozer. Donc, ce que Bictogo fait en étant maire de Yopougon, il essaie d'attendrir sa population pour dire, j'ai rien à y avoir, ce qui se passe, c'est pas ma faute, c'est les autres, moi, je viendrai vers vous, je vous accorderai. Mais le danger, comme tu l'as dit, est-ce l'état de grâce? Le danger dans cette situation, c'est que derrière une action certainement qui était prévue depuis longtemps, la gestion je pourrais dire cette gouvernance, cette chose est menée d'une façon où on oublie l'aspect humain parce que c'est des centaines de familles qui sont mises à la rue, c'est des milliers d'élèves parce que des écoles sont détruites, c'est des milliers d'élèves, près de 1800 élèves qui n'ont plus d'école, qui n'ont plus de classes, qui n'ont plus de profs, qui n'ont plus de documents. Leurs documents d'examen ont été perdus dans les différentes démolitions. Quand on sait qu'on est en pleine année scolaire, nous sommes à 4 mois des examens de fin d'année, on se pose la question de savoir, une école qui avait tous les agréments du ministère de l'Éducation nationale, comment une école a pu être détruite et ça pose un véritable problème de communication entre les différents ministères, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Construction, juste en allant au ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Est-ce qu'il y a une véritable communication pour dire qu'il y a une école qui est là où l'État de Côte d'Ivoire a envoyé près de 900 élèves qui sont boursiers de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont là sans enseignement. Pourtant, il y en a au moins une 200 qui doivent passer les examens de BEPC et du baccalauréat. Mais au-delà du parti au pouvoir, on a vu Tidjane Thiam et aussi Laurent Gbagbo qui fait peut-être sa grande sortie politique, qui sont venus voir les sinistrés et leur assurer leur solidarité. C'est un petit coup de poignard quand même. Ouais, chacun essaie de faire son marché de quête de l'opinion. Bon, c'est de bonne guerre, en espérant que ça va marcher pour l'un, pour Laurent Gbagbo, certainement pour l'autre, aussi Tidjane Thiam, qui est en train d'entrer dans le chaudron de la vie politique ivoirienne. Je pense que Théophile a bien fait de souligner le contexte post-Coupe d'Afrique des Nations, où il y a une euphorie, où il y a une communion qui a même presque
effacer les clivages politiques, tout le monde était content. Et dans ces conditions, peut-être que ça aurait posé un problème d'opportunité de faire ça maintenant. En plus de ça, moi, à mon avis, ce qui a manqué le plus aussi, c'est l'accompagnement. Peut-être que la nécessité de mettre de l'ordre n'est pas un problème, mais quand on fait une opération comme ça, il faut aussi prévoir de l'accompagnement. Vous avez souligné, on a vu des femmes enceintes, des jeunes, des enfants dans la rue. Et ça, parce que tout ça n'a pas été accompagné. Et il n'y a pas eu, on dirait, une sorte de réflexion. On a dit, bon, on démolit et puis après, on verra. Manifestement, des fonds ont été débloqués, ils ont été gérés de manière assez particulière. Il n'y avait pas de barème très clair de dédommagement, il n'y avait pas d'organisation de transport vers un autre lieu. Bon, bref, enfin, il y a eu des choses qui ont été prévues, mais les choses... Donc, la CAN a été mieux gérée que les fonds pour faire déguerpir des personnes précaires. Et en fait, c'est là le drame absolu. Et j'adore le football, mais le drame absolu de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est que ça génère tellement d'euphorie, tellement de passion, de nationalisme exacerbé chez les gens que, en fait, on en oublie la situation réelle des pays et de la majorité des populations, parce qu'on a une classe moyenne supérieure qui a accès à Internet, qui n'a pas de problème pour se nourrir, pour se loger, pour se vêtir, qui profite de cette euphorie. Mais la plus grande majorité de la population qui a quand même quelques bribes de l'euphorie est dans une situation catastrophique avant, pendant et après, et ça ne change pas. C'était le cas au Cameroun aussi pendant la dernière CAN. On le voit avec cette opération de démolition. Je pense qu'il y a quelque chose à faire comme questionnement, comme réflexion. Je ne dis pas qu'il faut annuler la Coupe d'Afrique des Nations, mais que parfois on ne sait pas bien où on met nos priorités. On dépense des sommes colossales pour ces compétitions et on oublie les véritables préoccupations de nos pays. Cette histoire, en tout cas, nous montre une des fragilités politiques de la Ouattara, si on peut dire, parce qu'elle s'est appuyée sur les branches les plus précaires du prolétariat. Dans certains quartiers, pas tous, mais dans certains quartiers aujourd'hui détruits, tout en incarnant en réalité les intérêts de la grande bourgeoisie, locale et internationale. Parce que ce qui était assez intéressant d'un point de vue sociologique dans la grande bataille de 2010, c'est qu'on avait Gbagbo avec la classe moyenne supérieure et inférieure, la classe moyenne, et puis Ouattara a été soutenu à la fois par vraiment le prolétariat de très en bas et la très haute bourgeoisie nationale et internationale. Et là, ça se voit quand même parce que, bon, finalement, ce sont en partie les électeurs de Ouattara qui sont ainsi traités. Oui, justement, aujourd'hui, cette action nous rappelle que, en fait, Ouattara est un ultralibéral, je dirais, déshumanisé. Le plus important dans sa politique, c'est les profits, le profit et le profit. L'humain, certainement, peut-être après. C'est dans cette logique qu'on est arrivé. Cette démolition nous a rappelé cela dans la logique de Ouattara. On espérait après, comme on dit, on a vu l'euphorie de la CAN, on a vu quand il y a eu les différentes grâces qu'il a annoncées pour une cinquantaine de prisonniers politiques et militaires. On s'est dit c'était l'effet CAN et puis boum patatrac, les démolitions arrivent. On dit on avait oublié que c'était un ultralibéral. On doit aussi parler plus généralement de la croissance appauvrissante en Afrique, et ce sera le dernier point, et d'un développement urbain qui chasse les classes populaires toujours plus loin à la périphérie. On avait vu ça à Dakar il y a quelques années, il y a quelques décennies même. Abidjan était un peu en retard puisque il y avait la crise, mais dès que la croissance revient, la chasse aux pauvres aussi revient parce qu'il y a une sorte de course vers le foncier et de grands travaux. Les mégalopoles africaines connaissent ce problème de fond là, Sédic. Oui, absolument. Le problème de la croissance, par exemple, la croissance d'abord n'est pas partagée et elle n'est pas inclusive. Quand on dit un pays africain qu'il a 22% de croissance ou 12% de croissance, vous ne retrouvez pas cette croissance dans le atchéké de la ménagère, dans le fognon, dans le mil de l'homme nigérien, parce que la croissance, et je pense qu'il y a une réflexion qui a été ouverte, peut-être que parce que la croissance est gérée par les élites, elle ne va pas jusqu'où ça touche le peuple.
Si vous, aujourd'hui, il y a un satisfecit de la Banque mondiale sur la gestion de l'économie ivoirienne ou la gestion de l'économie nigérienne, parce qu'il y a un taux de croissance important, mais si vous regardez le quotidien de celui qui emprunte son bac à Yopougon, de la ménagère de, je sais pas, de Anono, etc., il n'y a pas, ça n'a pas d'impact. Donc, la question du caractère inclusif de la croissance en Afrique et la question aussi de la nature même de la croissance. Puisque souvent, si la croissance est portée par la vente, le prix du cacao, ou le Niger, par exemple, où cette année est un des meilleurs taux de croissance au monde, parce que le pays est passé à une production pétrolière de 20 000 à 120 000 barils, mais réellement, dans la vie quotidienne des gens à Taladje ou dans un autre quartier de Niamey, Pays-Bas, vous ne sentez pas cette croissance-là. Donc, je pense que nous devons avoir de la réflexion sur la gestion, les dividendes de la croissance, le partage des dividendes. Quand il y a une croissance dans un pays, elle est captée par les élites et finalement, on fait de l'investissement, on fait des grands bâtiments, comme vous avez dit. Il y a une bulle immobilière qui se crée, il y a des dépenses de consommation, etc. Mais dans la transformation de la vie économique des populations, de l'environnement socio-économique, on ne voit pas l'impact de cette croissance. Et ça, c'est un vrai défi. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les déguerpis d'Abidjan n'ont pas les moyens de se loger où que ce soit. C'est-à-dire le prix du loyer au mètre carré est explosif et les gens qui gagnent 40 000, 50 000, 60 000 francs CFA ou bien même 100 000 francs CFA n'ont pas les moyens tout simplement de se loger avec l'augmentation des prix de l'immobilier qui est exponentielle dans l'achat comme dans la location. Justement, comme tu dis, Théo, le SMIC en Côte d'Ivoire est de 75 000 francs. Aujourd'hui, à Abidjan, même à Yopougon, je dirais, qui est un quartier populaire, un studio, c'est autour de 60 000 francs. Un studio. Donc il faut déposer 300 000. Et tu poses un vrai problème quand tu parles de la question de l'urbanisation dans nos pays. C'est vrai, on parle au niveau des mégalopoles comme Abidjan, on pourrait dire ça va aller, mais ça pose un problème pour les villes de l'intérieur. Les grandes villes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'urbanisation fait que même les villages périphériques autour des grandes villes, aujourd'hui, les terres qui servaient à l'agriculture, qui étaient dans le foncier rural, descendent dans le foncier urbain. Du coup, ceux qui ont un peu de moyens, comme Sidik le disait, ceux qui ont l'argent, ils achètent ces différentes terres-là, construisent des grands immeubles, et les villages, les terres qui servaient à l'agriculture ont construit des immeubles, et ceux qui habitent les villages aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens, puisqu'ils n'ont plus de terres agricoles pour faire de l'agriculture, ils n'ont plus les moyens, eux-mêmes leurs enfants ne peuvent même pas habiter ces immeubles-là où le loyer coûte excessivement cher. Voilà des paradoxes que nos dirigeants devaient penser pouvoir régler et, comme on le dit, pouvoir redistribuer les fruits et les dividendes de la croissance. Est-ce qu'on pourrait imaginer des terrains à loyer modéré, même si on ne peut pas faire d'habitat à loyer modéré, des terrains à loyer modéré ou des terrains destinés à la partie de la population qui ne peut pas acheter ou louer sur le marché alors je connais mal la situation immobilière en Côte d'Ivoire, mais j'ai vu comment on a tenté des choses comme ça au Cameroun notamment et dans d'autres pays d'Afrique centrale. Malheureusement, même ce genre d'initiatives finissent par être squattées par des personnes qui auraient les moyens d'aller payer des logements normaux en quelque sorte et ne pas aller bénéficier de logements sociaux ou de logements à loyer modéré. Je pense que c'est lié au fait que en plus de cette croissance folle qui ne profite évidemment qu'aux élites, eh bien il y a la corruption, le problème de la corruption qui ne décroît pas, qui continue d'être exponentielle dans la plupart des pays. Il y a une gentrification monstre dans les grandes villes africaines qui fait que être nouvel acquéreur dans une grande ville africaine, il faut déjà avoir beaucoup de moyens en général pour pouvoir acheter un terrain, pour pouvoir bâtir, il faut avoir beaucoup de moyens. Donc l'écart des richesses, l'écart dans la capacité d'acquérir un bien immobilier entre les personnes les plus riches et même les personnes d'une classe moyenne africaine, entre guillemets, mais qui serait au SMIC même, est absolument, c'est un écart
incroyable. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de repenser nos économies à la lumière de ce qui se passe en termes de démographie. Il y a une jeunesse qui monte et qui a besoin aussi de pouvoir être encouragée à ce niveau pour être productif pour les pays. Si on veut imaginer des pays et des populations productives et des pays dynamiques, il faut pouvoir mettre les jeunes d'aujourd'hui dans de bonnes conditions et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je pense que juste Jean-Paul a soulevé une question importante. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans un contexte où, au regard de ce qui se passe au Sahel et un peu, il y a une affirmation de la volonté de faire autrement et non de recopier le modèle des autres. Et il faut, au-delà de la politique, sur le plan économique, qu'on le fasse. On avait avant ce qu'on appelle le contrôle de prix. Moi, je ne suis pas sûr que dans nos pays, on peut libéraliser les prix comme ça, on peut laisser le marché dicter sa loi. Nous sommes quand même, le prix, par exemple, de l'électricité, il doit être régulé pour que les citoyens aient accès à l'électricité. Le prix, je ne sais pas, des médicaments, il doit être régulé. On ne peut pas dire que non, au nom du libéralisme absolu, qu'on ne contrôle pas le marché, on ne contrôle pas le prix. Celui qui veut, il n'a qu'à acheter, celui qui ne peut pas, il n'a qu'à rester. Ça, c'est pas des modèles qui nous connaissent. Déjà, l'accès à l'électricité, à ce genre de ressources, c'est que dans des pays qui sont censés avoir suffisamment de ressources pour avoir accès à l'électricité. Le Cameroun, par exemple, c'est une situation catastrophique en termes d'accès au simple fait d'avoir accès à l'eau potable et l'électricité. C'est catastrophique. Donc, de là à penser même à une régulation alors que c'est clairement les ressources sont insuffisantes, on est dans une utopie presque. Mais c'est ça que j'ai dit. Ça rejoint ce que Fabrice dit. C'est-à-dire que même lorsqu'il existe, les gens ne peuvent pas acheter. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Ouais. Et ça, c'est un vrai défi. Pour ma part, pour régler cette question, surtout sur la question de l'immobilier, il faut que les gouvernements accompagnent véritablement de vrais projets immobiliers soutenus par des entreprises immobilières, de sorte que ce ne soient pas des individus qui ont un peu d'argent, qui vont venir sur une parcelle. Moi, j'ai beaucoup d'argent, je construis un immeuble, je sais pas, R+5, et puis celui qui a l'occasion d'avoir une petite parcelle, mais qui a peu de moyens, qui se conduit sa petite maison, on assiste à une sorte de désordre. Mais accompagné de vrais projets immobiliers où on construit des maisons d'un certain niveau, on peut dire, des logements sociaux, des maisons d'un moyen standing et d'un haut standing. Comme ça, ça harmonise les choses et c'est tellement en fonction des moyens que les gens ont que d'aujourd'hui, comme il a dit, moi j'ai les moyens, je viens, j'achète tel terrain, ça participe à une sorte de renchérissement des choses qui font qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, quand on est pauvre, Abidjan n'est pas là où on doit vivre.